passe au film, Yves. Bon, mais déjà, toi, qu'est-ce que tu en as retenu déjà on va parler directement, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent. Déjà, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce que tu as vu là-bas? Ah, bah, déjà, c'est magnifique, hein, le paysage, l'ambiance. C'est très dépaysant, en fait, par rapport à ce qu'on a en France. Et puis, bah, effectivement, vu ce que le professeur Rodriguez nous a montré au fil des jours, il est évident qu'il y a quelque chose d'ancien sur ces îles. Pour moi, c'est évident, mais c'est évident aussi pour beaucoup d'archéologues, hein, apparemment, d'après ce que j'ai vu, il y a même des visiteurs américains qui disent, oui, ça commence à se savoir, effectivement, oui. Ça commence à se savoir, même des Européens, il y a des gens qui ont dit, bon, comme on sait, il y a eu une conférence en 2013 où plusieurs archéologues du monde entier ont participé, et puis ils ont été divisés en deux, en fait. Certains ont dit, ils se sont grattés la tête, et ils ont dit, bah, ça pourrait être naturel quand même, on ne peut pas trop savoir, et d'autres ont dit, bah, attendez, là, on compare à ce qu'on connaît en Irlande, en France, sur toute la façade atlantique, et même un peu partout, c'est quand même très proche. Il y a même on a vu ce qui ressemblait, je te l'ai dit, à un petit four, le même type de petit four qui date des Celtes éventuellement, ou même plus vieux, des familles mégalithiques en France. Effectivement, j'essaie de. C'est la même chose, quoi. Effectivement, j'essaie de le retrouver. Bah là, pour ceux qui sont en direct, là, vous voyez un petit peu des images inédites, hein, qui sont pas encore sorties, hein. Mais je vais retrouver le petit four tout à l'heure, mais pour compléter ce que disait Yves, c'est vrai qu'on on a vu quand même des choses assez troublantes en fait, et qui ont rien à faire, qui ont rien à faire là-bas, hein. On n'a pas parlé non plus trop dans le film, parce qu'on ne souhaitait pas de tout ce qui est visage anthropomorphe qu'on a pu constater sur des mégalithes, hein, parce que par exemple ici on a une pierre avec peut-être un visage. Ici on n'a pas souhaité l'inclure dans le film, puisqu'on appelle ça des pareidolie. Et c'est vrai qu'on voulait vous les montrer ce soir, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a sur beaucoup de pierres. Alors on n'a pas d'explication non plus, mais cette pierre, on peut voir un visage ici. Quand on la prend de profil, on dirait un éléphant. Ce qui est troublant sur ces images-là, c'est que c'est surtout que on voit qu'elles sont quand même travaillées. Il y a quelque chose, c'est pas naturel, mais c'est qu'elles ont éventuellement plusieurs représentations dans une même pierre, ce qui paraît bizarre, quoi. Après, il y a beaucoup de mégalithes sur l'île, voilà, des choses un petit peu gravées avec des étoiles, des yeux, une bouche. C'est très surprenant de voir des cailloux comme ça pour tout le monde, hein. T'es d'accord avec moi, Yves? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans le film, mais on voulait le montrer quand même, hein. On retrouve aussi certaines pierres gravées à la période du néolithique de la même manière. Bah, écoute, je te laisse répondre à la question. Qu'est-ce que tu penses un petit peu, toi, tout ça, tout ce qu'on n'a pas montré dans le film, qu'on voulait montrer ce soir, au niveau justement de ces représentations qui font penser à des pareidolie, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est sur beaucoup de pierres, beaucoup de pierres. Le problème, c'est que si tu regardes la pareidolie, le fait de voir un visage, bien souvent, hein, le cerveau voit un visage, hein, dans un nuage, sur une pierre. Mais par contre, en voir plusieurs en même temps, au même endroit, c'est pas des pareidolie, c'est pas possible. Effectivement. Le cerveau, il peut pas, voilà, le calme d'un seul coup, décider, tout ça, c'est la même chose, c'est des visages, c'est des trucs, c'est des animaux, c'est des trucs différents en plus. Ouais, mais... hein, c'est pas la même chose. Donc c'est impossible, ça ne peut pas être des pareidolie. C'est impossible. Ça correspond pas au terme. D'ailleurs, les psychologues, parce que c'est utilisé en psychanalyse, en psychologie, ils vous montrent des taches d'encre, et ils vous demandent à quoi ça ressemble pour vous, c'est un peu ça. C'est un peu le même système. Mais c'est une image, ils ne vous montrent pas trois images différentes en même temps. Après, bon, mais du coup, sur cette première partie, on va parler des éléments, donc sur cette première partie, sur le récit du film, hein. Donc on a dit qu'on allait amener des éléments supplémentaires
par rapport à une présence éventuellement pré-portugaise aux Açores, hein, puisqu'on parle juste d'une présence pré-portugaise. Le titre du film Débris de l'Atlantide, c'est vrai que bon, c'est un titre choisi puisque Platon a parlé justement donc d'un éventuel continent disparu qui se serait placé à cet endroit-là. Donc ça a été marrant pour nous de faire le rapprochement, puisque bon, on s'attendait pas comme on a dit, à voir autant d'éléments potentiellement avec des mégalithes, de grosses mégalithes en plein milieu de l'Atlantique. C'est surtout qu'elles sont ordonnées, on va le voir tout à l'heure, et puis vous verrez aussi cette grosse partie dans la deuxième section du documentaire, avec justement cette espèce de site énorme qu'on sait pas trop quoi en penser, tellement c'est énorme. Mais on y reviendra. Si tu as pris les documents, Yves, donc déjà, pour parler d'une occupation pré-portugaise, on nous a posé la question. On nous a posé la question, donc quels autres éléments, puisque ce qu'on a avancé, c'est pour l'instant, ce n'est pas reconnu, hein, mais quels éléments pourraient prouver déjà une présence pré-portugaise. Donc, pour ceux qui ont suivi, on sait que les Açores donc ont été colonisés à partir du XVe siècle, hein, et avant ça, donc bon, déjà eux ont dit qu'ils étaient les premiers à arriver sur l'archipel et qu'il n'y avait personne. Simplement, on a retrouvé quand même des éléments au fil des ans donc sur ces îles qui ne se sont pas peuplées du jour au lendemain dès l'arrivée des premiers colons. Donc il n'y a pas eu 20 000 personnes dès l'arrivée des premiers colons. Au niveau de l'explosion de la population, ça a pris plusieurs années. Hein, Yves, on a vu ça dans les archives. Ils ont mis 200 ans, on sait qu'à Terre Serra, ils ont mis 200 ans pour arriver en haut, en fait. Pour défricher, pour monter petit à petit dans l'île, parce que c'était entièrement recouvert par la jungle. Ouais, tout à fait. Ouais. Et bon, c'est vrai que même dans le premier siècle de la colonisation, la population s'élevait à pas plus de 2000 habitants, quoi, au bout de 200 ans. Donc, il y a toujours des zones sur l'île qui n'ont jamais été défrichées. Et c'est notamment sous ces zones-là qu'on a retrouvé ces petits fours représentatifs de la période néolithique. Et surtout le gros site potentiellement mégalithique au centre de l'île. C'est des zones protégées. Hein. Il faut savoir que c'est des jungles endémiques, c'est des arbres endémiques qui datent de l'âge de glace en fait, qui sont très très vieux et qui sont uniques au monde. Il y a des espèces de fleurs, d'arbres, même d'animaux qui sont uniques sur ces îles. Comme partout, comme beaucoup d'îles d'ailleurs. On a parlé des vaches et des chevaux notamment. Tout à fait, apparemment des vaches, les premiers conquérants, quand ils sont arrivés, quand ils ont commencé à défricher, il y a des vaches qui sont sorties plus ou moins de la forêt, etc. Ils étaient déjà là. Maintenant, c'est peut-être pas si surprenant que ça, parce qu'on sait, on a découvert que certaines îles étaient connues dès 1300 en fait. C'est vrai. Bon, il y a peut-être eu des visites avant, des visites que personne n'a dit, peut-être des pirates, on n'en sait rien. C'est possible, après, bon. Il y avait des morts, qu'il faut oublier que sur l'île de Corvo a été découvert du statut. C'est ça, on est sur le premier point, donc c'est le chroniqueur portugais Damião de Goa au XVIe siècle hein, qui a rapporté cette histoire. Hein. Donc en 1567, il mentionne l'existence d'une statue équestre en pierre située au nord-ouest de l'île de Corvo. Le cavalier était vêtu de manière des morts, donc ce que disait Yves, hein, effectivement, donc mort M-A-U-R-E-S, hein, bien sûr. Il pointait sa main droite en direction du couchant du soleil, en direction des Amériques. Hein. Donc directement, il y aurait eu des inscriptions au bas de la statue dans une écriture apparemment inconnue. C'est les seuls éléments qu'on a aujourd'hui. Apparemment, la statue aurait disparu lors d'un trajet pour l'amener donc sur le continent européen, notamment donc, au roi du Portugal. Et apparemment, cette statue aurait disparu, donc aucune trace.
Après, Malheureusement, oui, ça a été démonté, le roi a voulu la récupérer. Et malheureusement, comme par hasard, le bateau a coulé à bord. voilà, bon, donc c'est pas des éléments qu'on aime garder, nous, puisque là, il n'y a rien de tangible. Des choses un petit peu plus tangibles, il y a des pièces d'argent hypothétiquement romaines qui ont été trouvées aussi en 1976 sur l'île de Corvo également. Donc, bon, ben, là, du coup, on touche directement donc, à une période antérieure aux Portugais. Hein, elle est documentée, photographiée et publiée dans le journal local de Terceira le 27 novembre 1996. Donc, tout le monde peut y accéder hein, dans un article de J. Armas Alves. Elle a été trouvée dans une cavité du Vieux-Port. Et c'est vrai que ça fait penser à des pièces qui circulaient en Lusitanie romaine en 136 avant Jésus-Christ. Donc, il y a potentiellement les Romains qui seraient passés par là. On l'a vu peut-être nous sur le Columbarium qu'on va montrer dans la deuxième partie. Après, c'est vrai que bon, on peut pas exclure cette possibilité puisque il y a très peu de choses qui ont été prouvées au niveau de cette période dans l'archipel. Et c'est vrai que c'est tout un, comme dit Félix qui j'espère que nous regardera, c'est un nouveau paradigme. Hein, c'est vraiment un paradigme mondial si jamais une présence pré-portugaise est prouvée aux Açores. Hein. Donc éventuellement donc romaine, éventuellement peut-être phénicienne comme on va le voir. Mais après, si on peut remonter jusqu'au néolithique, pourquoi pas, et voir avec aussi une période où le mégalithisme a été employé, ça peut être intéressant aussi. Oui, bah, d'après ce qu'on a vu, y compris certains pétroglyphes, des marques de découpe de pierre anciennes, des cupules. Enfin, il y a à peu près le même paysage qu'on trouve un peu partout en Europe du point de vue mégalithique. Ouais. Maintenant c'est vrai aussi que bon, ce sont des îles volcaniques, qu'il y a des séismes, il y a eu des séismes, il y a eu des éruptions volcaniques. Tout est du basalte ou du diatrachite, hein, c'est quand même des roches assez dures. Et enfin, bah, le seul moyen, c'est d'étudier les choses, hein, c'est de fouiller, c'est d'étudier les choses, chose que ça a été très très peu fait, malheureusement. Justement, le gouvernement portugais et même le gouvernement des Açores pendant un moment qui ne voulait pas trop s'en mêler, qui ne voulait pas trop remettre en cause l'histoire, leur histoire, tout simplement. C'est vrai. Je suis en train de voir que c'est en train de changer parce que j'ai un message d'une archéologue portugaise qui il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, et qui a dit que ça y est, le gouvernement des Açores, hein, c'est un gouvernement autonome, hein, c'est pas le gouvernement du Portugal, le gouvernement des Açores dit qu'il va falloir qu'ils s'occuper sérieusement de ce qui a été trouvé, de voir bah, si c'est vrai ou pas. Quoi. Ils vont s'y mettre, avec la pandémie en ce moment, toujours. Ouais, c'est toujours compliqué. Il y a d'autres pièces de monnaie qui ont été retrouvées. Il y a d'autres pièces de monnaie qui ont été retrouvées aussi. Des pièces de monnaie cyrénaïque, hein, découvertes à Corvo. C'est Podoline qui est décrit en 1778. Hein, et donc, elles ont été retrouvées en 1749. Hein. Ça aussi, c'est vérifiable, hein, puisque ça a été réalisé par l'Académie suédoise des sciences. Hein. Donc, tout le monde peut consulter ces éléments. Non, je t'écoute et j'essaie toujours de me débrouiller pour le même vidéo. Ouais. Je gagne une notice un peu partout. D'accord. Comme j'ai tout fermé, Google pour mes études, bah, j'ai plus les textes, j'ai plus rien. Je peux pas te suivre sur le texte. D'accord. Je vais faire un petit partage d'écran, du coup, je vais aller montrer quelques éléments directement ici, qu'on va pouvoir avoir les documents. Ok. Ça doit être ça. Voilà, mais je vais pouvoir montrer les pièces de monnaie. Ça peut être sympa. Il y en a plusieurs qui ont été découvertes, effectivement. Voilà.
Hop. sans compter les inscriptions aussi. Du coup, voilà, donc c'est les pièces de monnaie. Donc celle-ci, c'est les pièces de monnaie, si je me trompe pas, c'est les pièces de monnaie romaines qui ont été retrouvées. Ouais, Giama Alves ici, donc déjà, on peut parler sans aucun doute d'une présence pré-portugaise. Après, certains ont avancé que les pièces ont pu être rapportées, des pièces qui ont pu être rapportées par des colons ultérieurement et qu'ils auraient pu laisser sur place. J'y crois pas personnellement puisque c'est des pièces de monnaie très rares. Je sais pas ce que tu en penses. Enfin, moi, comme tu le sais, je suis très prudent. Je n'oublie pas non plus la possible présence des pirates de ces îles. Effectivement, après. Même avant les Portugais. Donc maintenant, on ne peut pas savoir si c'est présent d'un pirate, si c'était. Voilà, on n'en sait rien en fait. C'est impossible à savoir à ce niveau-là, à mon avis. Donc voilà pour ces pièces. Après, bon, c'est vrai que ça c'est. Les inscriptions grasses notamment. Ah, on peut en parler des inscriptions. C'est vrai qu'on a retrouvé les inscriptions donc sur une des pierres, donc des inscriptions probablement phéniciennes sur une des pierres de la paroisse de Quatro Ribeiras. Donc c'est en 2005, c'est le docteur Antonetta Costa qui a découvert ce morceau de pierre avec ces inscriptions gravées au bas. Elles sont présumées phéniciennes. Elles ont été recueillies par des organismes officiels et analysées par des experts qui n'étaient pas unanimes quant au message ou à la chronologie délivrée. Parce que j'ai une trace du message aussi qui était délivré donc sur cette stèle. Après, avec toute une partie sur la rupestre aussi. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est des travaux que Yves a fait aussi, que Félix a fait aussi, donc je peux les montrer. C'est des choses qu'on n'a pas montrées dans le film, hein, toujours par précaution de ne pas se faire attaquer. Donc je partage l'écran. Hop. Ce sera plus simple. Donc voilà, la rupestre sur l'île de Terceira aux Açores. Donc sur ces pierres, il y a beaucoup de choses de représentation. Je reviens un petit peu sur la représentation, Yves. Ça, c'est tout du travail qui est disponible sur Academia, sur plusieurs éléments. Tout ça, ça se trouve aux Açores, notamment sur l'île de Terceira. Il y a des représentations potentielles de figures votives. Ce qui va être intéressant, c'est ces pierres-là aussi. Je laisse à l'interprétation de chacun, mais bon, voilà, on a ces éléments qui se trouvent aux Açores. Voilà, je souhaitais les montrer. Donc bon, après, quand on parlait de pareidolie tout à l'heure, hein, on a des pareidolies, mais c'est étrange d'en avoir autant sur un même élément. Voilà. Donc, je pourrais partager éventuellement le document pour ceux qui le souhaitent. D'autant plus que les pareidolies, les gens ne voient pas obligatoirement la même chose. Effectivement, bon là par exemple quand on voit ces... Là, on voit la même chose. Voilà, c'est des éléments que tout le monde peut voir. Hein. C'est peut-être celui-là. Non, ça c'est les dolmens qu'on retrouve sur les plateaux, hein, ça vous l'avez vu. Malheureusement, on n'a pas pu tout montrer quand on se trouve sur le plateau dans la plaine, près de l'ancre marine, avec les deux trous. On était entouré, en fait, ça c'est le décor qu'il y avait autour, et on était entouré de ces édifices qui ont aussi des marques, on appelait ça des marques de coupe, mais c'est pas des marques de coupe, parce qu'en général, les marques de coupe sont faites sur le dessus des pierres, la plupart du temps, elles sont faites sur un des côtés, voilà, c'est vrai que ça ressemble pas mal à des dolmens qu'on peut retrouver en Europe. Donc ça c'est les hypogées, je ne vais pas vous le montrer. Donc on peut retrouver ici, donc les cupules qu'on a vues, ben, ça c'est pareil, c'est quand on monte juste après le calendrier, le genre de calendrier solaire qu'on voit, on monte, il y a aussi des dolmens avec des cupules en haut, avec des grosses cupules, avec des écoulements parfois. T'as accès à la vidéo, Yves? Voilà, on retrouve... En fait, j'en ai deux superposés. Ah.
on retrouve ce genre d'éléments en plus. Donc ça c'est pareil, on n'est pas loin de la Grotta d'Omedo, si vous voulez. On est sur le sommet de l'île. Et là on se rend pas compte, mais il y a des aplombs. Là il y a un aplomb de 15 mètres en bas là ici là. Donc tout ça c'est à l'aplomb. Et ce qui est étrange, c'est effectivement qu'il y a des petites pierres qui soutiennent de grosses pierres. Donc là, on a également les fossettes qu'on a pu voir dans le film aussi. Hein. Donc ces fossettes, il y en a un petit peu partout. Hein, pour reprendre l'explication du film, hein, c'est que il n'y a pas de gaz dans ces roches, donc c'est forcément dû à une action humaine ou une action mécanique. Et puis on arrivait également du coup sur ces cartouches qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde. Yves a tout un onglet sur les cartouches, donc je le laisse un petit peu vous en parler. Oui, les cartouches, vous savez certainement qu'il y en a un peu partout dans le monde, mais aux Açores, il y en a aussi. Aux Açores, ils sont assez spécifiques par rapport à ailleurs, sauf peut-être éventuellement l'Espagne et le Portugal, puisqu'ils sont sur du basalte, sur des pierres très... Donc aux Açores, le professeur Rodriguez nous a emmenés à plusieurs endroits différents, principalement dans les montagnes, c'est assez en hauteur en général, et il nous a montré effectivement ce que les gens appellent ornière, habituellement, ou chemin des bêtes. Parce que traditionnellement c'est considéré fait par des chariots, par des roues. Bon, le problème, c'est que on peut comparer à ce qui existe en France et dans les régions volcaniques, comme dans l'Est, par exemple, dans l'Est de la France. Si on regarde les traces laissées par les Romains, c'est pas 40 cm de profondeur, comme on a vu sur les basaltes. C'est beaucoup moins profond, c'est à peine tracé en fait, ça se voit à peine par endroit même. Alors que là, c'est quand même différent, c'est pas en terrain plat, parce que la plupart de ces chemins ils sont quand même faits, en général c'est des terrains assez plats, là ça monte, ça descend, ça se croise, il y a des jonctions. C'est ça. On s'est posé une grande question quand même par rapport à ce que ce soit dans du basalte, parce qu'on est quand même parti de l'hypothèse que si c'était réellement des traces de chariots, hein, comment elles auraient pu être réalisées dans du basalte aussi profond. Enfin, soit il y aurait eu qu'un passage et effectivement on aurait aussi des traces de pas d'animaux et donc le tout aurait été pétrifié dans la roche. Hein. Mais on se demande comment c'est possible dans du basalte. Qu'est-ce que tu en penses? Ça paraît très, très, très difficile. Bon, alors, il y a plusieurs hypothèses. Moi, j'ai un copain qui a fait une hypothèse. Ça m'a fait un peu rire. Mais je vous la donner quand même. J'ai un copain qui m'a dit, en fait, c'est pas les traces de roues, mais en fait, ils ont construit une plateforme en bois par-dessus. Et le tracé, ce qu'ils ont creusé, en fait, ça sert à maintenir cette plateforme en bois, qui était, elle, plate. Il m'a expliqué ça comme ça. Bon, je lui ai dit, mais attends, que faire un travail de fou, creuser le basalte sur des centaines de mètres, pour mettre du bois par-dessus, déjà c'est un travail de fou. Effectivement. Déjà, pourquoi? Puis on voit des endroits aussi qu'il y a des jonctions, comme sur la photo qu'on est en train de montrer. Ça part à droite, voilà. Et là, on se rend pas compte, mais là, pour un animal, ce serait même limite dangereux. Il pourrait très facilement se casser une patte ou un bœuf ne passerait pas. Non, ça serait assez compliqué pour lui, à mon avis, à certains endroits. Je dis pas partout, parce qu'il y a certains endroits, effectivement, ça sert par tout droit, c'est la bête calme. Mais par contre, plus loin, c'est plus pareil. Voilà, et puis c'est vrai que c'est hyper tracé. Alors ce qu'on a relevé aussi, donc ça aurait pu être réalisé par un traîneau, et c'est ce qu'on dit dans le film, c'est qu'un traîneau, effectivement, ça fait des traces plus larges dans les courbes. Là, on voit par exemple un passage où il y a un S, hein, puisqu'on voit une première coupe, puis plus loin, ça repart sur la gauche. Et puis on est sur vraiment des ornières
des ornières creuses, quoi. Et il n'y a pas de décalage comme si le patin aurait glissé sur la gauche ou sur la droite, c'est ce qui aurait écarté un petit peu la terre. Comme on voit à la neige, hein, vous pouvez prendre des skis et le faire, et vous allez voir que quand vous tournez, vous allez faire plus de traces du côté opposé auquel vous allez tourner. Donc là, par exemple, sur cette photo-là, c'est quand même assez parlant. Et là, il y a un deuxième passage, ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a deux ornières aussi qui partent sur la gauche aussi. Donc c'est quand même impressionnant, voilà. Donc on parlait du basalte, Yves, là on a bien la preuve que c'est sur du basalte. Hein. Ah oui, ça oui. Il y a même eu des études de datation aussi des coulées de lave. Il y a des choses de fait à ce niveau-là. Et en plus, on sait aussi que l'un de ces carpôtres a été découvert assez récemment, finalement, à la fin des années 80 seulement. Et en fait, il était inconnu avant. Il a été inconnu avant, celle-là. C'est même pas des bidons, il y a de la gendarme gynéco autour, on voit pas déjà ce qu'ils auraient pu faire des isolateurs, parce qu'il n'y a pas de culture dans le coin. Effectivement, ouais, donc c'est assez impressionnant de trouver ça. Bon, on connaît celles de Malte qui sont mondialement connues, hein, mais c'est quand même impressionnant de retrouver ça en plein milieu des Açores. Je m'y attendais pas, surtout aussi vaste. C'est quand même, elles sont quand même parfois sur plus d'1 kilomètre, donc c'est quand même assez rare. Oui, tout à fait. Oui. Et ce que tu as peut-être précisé aussi, c'est que ce pas des sillons réguliers. C'est-à-dire que si vous avez un chariot avec deux roues, les deux roues elles restent fixes. Il n'y a pas monsieur à Moulin qui rétrécit, qui se rétrécit au fur et à mesure des sillons, qui augmente. Or, c'est le cas, les sillons ne sont pas réguliers en largeur non plus. C'est ça. C'est impossible qu'un chariot, ou alors ils avaient inventé au Moyen-Âge, à l'époque déjà, des essieux qui rétrécissent, qui augmentent au fur et à mesure pour suivre la route, pour suivre le rail. Imaginez un peu des rails qui se rétrécissent et qui c'est pas possible. Ouais. Comment passe le train? Il peut pas. C'est compliqué. Et là, par exemple, on le voit bien, il y a deux changements. Ce qu'il y a, c'est que c'est même compliqué à expliquer ces traces. Alors, c'est pas des fissures entre les roches, puisque il y en a plusieurs qui sont côte à côte. Non, regardez les images, il y a même au milieu, il y a même des roches plus hautes et des roches plus basses. Là l'ornière continue ici. Il a fallu qu'il y ait un fond qui se redresse aussi, parfois qui s'élève, c'est une bonne suspension, quoi. Non, le bœuf passé sur ces rochers au milieu. Non, c'est vrai, Non, il serait passé une patte. Je suis d'accord, mais. Alors, moi, j'ai une hypothèse, comme j'en avais parlé, ça serait possible que si la lave était fraîche, oui. Puisqu'on sait que n'importe comment, au moins un a été étudié, mais on sait que la lave qui a. N'hésitez pas à réagir hein, si vous avez des. À plus de 1000 ans, donc avant l'arrivée des Portugais, et 4000 ans pour celles sur lesquelles sont tracés les cartes. A priori. Alors l'hypothèse, c'était comparé à une étude scientifique assez récente, d'ailleurs même les Français de Lyon, l'université de Lyon l'a confirmé, c'est des traces de néandertaliens sur un volcan italien, des traces de pieds nus. Et ils ont étudié les choses, hein, ça remonte à très très loin, à 180 000 ans à peu près. Et apparemment, ils ont laissé leur empreinte dans de la lave qui ont glissé. Ils ont trouvé à peu près 80 empreintes maintenant, je pense. Ils ont glissé, ils sont descendus, et apparemment ils ont monté, ils sont redescendus, il y a des empreintes dans les deux sens. Ils ont donc pu marcher, non pas sur de la lave évidemment bouillante ou rouge, mais une lave qui datait peut-être d'un jour ou deux, de 2 jours peut-être, et que la lave sort pas assez vite finalement en surface, en profondeur, il ne faut pas s'enfoncer dedans. Quoi. Apparemment, ils ont réussi à marcher sur de la lave relativement fraîche, qui était encore instable, fragile. Ça
ça me pas. J'imaginais ça pour les Açores. Je me suis dit, bah, si cette lave a des captivants, peut-être qu'à l'époque, bah, les hommes ont utilisé un moyen pour, j'en sais rien, avec des bigois, avec des chariots, de la pierre, pour tracer facilement, en fait, dans la lave encore fraîche. Voilà. Là, je suis en train de montrer le deuxième site. Du coup, on a vu ces fameux Cartrucks. Hein. Donc là, on est beaucoup plus loin sur l'île, hein, et on a encore ces mêmes éléments. Donc toujours, c'est toujours du basalte, hein, puisque toute l'île. Par contre, du basalte, y compris celle qu'on a trouvée dans la mer, au bord de la mer, sur la plage de basalte. Il reste un tronçon, il reste plus grand-chose. Ça va faire partie aussi. Il y aura quelques images dans la deuxième partie du documentaire, mais voilà ce qu'on a vu. Donc là, c'est pareil. Après, nous, c'est pour ça qu'on montre tout ça, puisque on souhaite interpeller, si vous voulez, la communauté scientifique. On souhaite obtenir des réponses, comme tout le monde. Mais vu que ce n'était pas connu à la base, on souhaite vraiment interpeller la communauté scientifique sur ce qu'on a pu voir là-bas, quoi. Parce que ça soulève énormément de questions. C'est un point d'interrogation, hein, d'ailleurs. Même le titre, c'est un point d'interrogation derrière. Parce que moi, je suis d'accord avec toi. Bon, un bovin pourrait passer ou des roues pourraient passer dans la lave, mais là, les coulées de basalte ont été datées. Elles datent de celle-ci, ça doit être à peu près pareil. Elle doit dater de 1000 ou de 800 de notre ère, si mes souvenirs sont bons. Et on a des traces comme ceci, ou peut-être, ou même elles sont encore antérieures. Faudrait que je me renseigne réellement avec Félix Rodriguez. Mais je suis parti sur la même base des ornières qu'on vient de voir, ou qui ont été recouvertes par les coulées de lave successives. Mais là, on n'a pas d'éléments, et puis quand on voit des éléments comme ceci, moi, ça me laisse quand même songeur, puisque les dernières éruptions ne sont pas récentes aux Açores. Non, ça fait quand même un moment qu'il y a plus d'éruption de ce type. Je crois en ce qui concerne justement ce tronçon de Carrefour dont tu parles, ça date de 1000 ans. Un peu plus de 1000 ans, apparemment. Voilà, qui a recouvert, c'est des dates subjectives, quoi. Il n'y a pas réellement eu d'études. Il n'y a pas réellement eu d'études. Hein. Il y a une datation, c'est ce que le professeur nous l'a dit. Sur l'autre site, sur le premier site. Celui-là, il y a eu, on n'a pas d'éléments. Non, parce que apparemment, on peut encore en découvrir d'ailleurs. Ce qu'il y a, c'est que sous la terre, et ça s'enfonce sous les arbres, sous la jungle, ça peut continuer ailleurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, oui, tu te rappelles, on était entouré de jeunes, hein, de jeunes tropicales, hein, et puis ça part. Et là, on n'est pas loin donc du petit four. Ah ben tiens, regarde, c'est ce que tu parlais tout à l'heure, Yves. L'espèce. Moi, je vois rien là. Ah, tu le vois pas? Je vois plus rien là. D'accord. Je t'écoute. Donc là, je montre les photos justement du genre de four qu'on aurait directement daté de la période néolithique en France, par exemple. Moi, je suis dans les Pyrénées. Il y a des éléments comme ceci. Donc voilà. Après, petit four, oui et non. Et il y en a qui auraient pu parler de tombes aussi, hein, d'éléments funéraires. Hein. Mais ça paraît énorme. Et là, bon, c'est vrai que c'est sympa parce qu'on était entouré tout autour de nous. Il y a une espèce de paroi creuse en dessous, qui comme dans un genre de cirque. Hein, on était comme dans un cirque avec cette construction au milieu qui a la représentation humaine là ici. Bon, on était fatigué, on avait bien marché, hein. mais voilà, c'est pas des petites pierres qui ont été mises en place, pas des grosses pierres non plus, mais c'est pas le genre de construction récente qu'on fait récemment ou que les Portugais ont fait récemment, puisque bon, les Portugais construisaient autrement au XVe siècle, quoi. On n'était plus. Tout à fait. Apparemment, tout le monde est d'accord là-bas. Les Portugais ne faisaient pas ce genre de choses. D'ailleurs, quelle utilité ils en auraient eu. Ils n'ont jamais pratiqué ce genre de choses. Ouais, effectivement, hein. Effectivement, et là je me suis arrêté parce qu'après on allait partir donc sur le site surprise qu'on garde pour le deuxième documentaire.
ce gros site mégalithique là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des questions déjà? Alors, oui, ceci dit que j'en ai à savoir qu'il y a des traces dans les habitants, avec un gros cataclysme, après plus rien, les traces se figent dans la lave ou dans la boue, pareil, une boue qui deviendra roche par pierre. Oui, Grégory Tiki Varacocha parle de la solidification de la boue en roche à des périodes très anciennes, effectivement. Après, c'est un processus très long. Mais là, encore une fois, c'est pas de la boue, c'est vraiment, on est dans du basalte, donc c'est ce qui est compliqué. C'est soit on passe sur quelque chose qui est en train de refroidir, et bon, c'est quand même compliqué, puisque là, c'est des températures, même de la lave qui refroidit, bon, moi, personnellement, je ne marcherai pas dessus. Mais avec de bonnes protections, pourquoi pas, mais bon, ça reste à voir. Il y a Céline Carly qui dit avez-vous entendu parler de l'hypothèse de René Guédon sur la solidification du monde? Ben voilà, elle y revient un petit peu. Que le suggère que le temps fut une densité terrestre. Effectivement, on pourrait en parler, mais là, encore une fois, ben, on sait que c'est de la roche volcanique, c'est de la lave tout simplement solidifiée. Donc ça vient apporter encore plus de piment à notre élément, puisque on pourrait éventuellement dater ces roches si j'avais l'appui de la communauté scientifique. Attention, il y a quand même des archéologues qui ont travaillé avec moi sur le projet, même s'ils n'ont pas souhaité que je donne leur nom, donc j'ai quand même l'appui de quelques personnes à Toulouse. Effectivement. Après, il avait eu une hypothèse intéressante sur ces traces qui ont été éventuellement. Donc à Malte, elles sont prétendues pour porter les grosses monolithes en haut du sommet pour faire l'hypogée le temple de Agarkim à Malte, par exemple. Par contre, c'est vrai qu'il a eu une hypothèse intéressante en avançant que peut-être ça pouvait aussi servir au transport des corps, un genre de rite funéraire éventuellement. Mais là, on est vraiment dans l'hypothèse, on n'en sait pas. Tout à fait. Tout à fait. Oui, j'ai eu cette idée parce que je me suis dit, si pour transporter des pierres dans ces conditions, ça aurait vraiment été très difficile pour nous. Ah, je ne sais pas si on m'entend. Si, on t'entend. Vas-y, tu peux. Ah, ok. Il y avait un silence. Ça aurait été quand même très très compliqué de descendre de pied. Et pourquoi déjà descendre des pierres? Alors qu'il y en a partout. Il y en a en bas aussi. C'est ça. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas l'intérêt d'aller chercher des pierres en haut, alors qu'il y en a en bas. Déjà. Et en plus, c'est peut-être en liaison avec les fameuses hypogées, les temples, le four crématoire qui a été éventuellement trouvé en bas. Et peut-être qu'ils amenaient effectivement leur mort par un moyen pas trop risqué pour personne, parce que d'abord ils risquent plus grand-chose, par des cérémonies petit à petit, avec les jonctions qui peuvent peut-être expliquer certains croisements, certaines cérémonies sur place, petit à petit, lors de la descente. Bon, j'ai imaginé ça, effectivement. J'ai retrouvé les photos du plateau, mais je ne peux pas tout montrer, malheureusement. C'est ça. Bon, il faut regarder un petit peu. Ouais, on va regarder un petit peu sous le pied. Non, je revenais justement sur ces paréidolies. Je ne sais pas si je le dis bien, Yves. Il y a plusieurs prononciations. Bon, mais on va y revenir puisque moi je souhaitais les montrer et ça n'a pas fait partie du film. Hein. Donc là, on revoit le visage où les proportions ont été reprises. Je voulais montrer aussi une autre ça on le verra dans la plaine aussi, ça on le verra un petit peu plus tard. Donc ça peut être sympa. C'est dommage, je retrouve pas le gros qu'on a vu. Ouh, ça je devais pas le montrer ça. Hop là. Il y avait quelques photos encore que je voulais vous montrer. Voilà. Là, ici. Donc ça c'est l'intérieur de la bouche du serpent éventuellement. Donc on y est. Donc on est toujours sur cet élément et en fait ça c'est l'intérieur. Donc on voit le trou dont je parlais tout à l'heure, hein, donc qui est volontaire, hein, tout simplement. Et juste en contrebas il y a une pierre assez intrigante que je vais vous montrer. Donc là je vous montre le trou et on voit sur quoi repose éventuellement donc cette grosse tête de serpent. Voilà.
Donc ça, c'est d'autres pierres gravées encore. On ne peut pas tout montrer ce soir, je suis désolé. Ici, donc ça, c'est donc toujours ce serpent en vue du haut. Donc vous voyez la jonction qui s'imbrique éventuellement. Et là, ici, on a une pierre au sol qui est assez sympa. Voilà. Donc, je m'arrête sur cette pierre-là, puisque tu te souviens, Yves, on a pu récolter un petit élément donc sur place là-bas que j'ai précieusement gardé, qui est enfermé, hein, qui représente, je pense, ce caillou. On a trouvé ça à côté. Donc, c'est cette pierre-là, du coup, excusez-nous, qui est assez impressionnante. Hein. Hop, je vous laisse regarder dans tous les sens. Voilà. Ah ouais, c'est bon, là, t'es revenu. Là, je suis revenu en direct. Voilà la pierre en question. Voilà. Alors moi, j'ai ramené des petits échantillons aussi pour tâcher de me faire analyser quand ça sera possible. Voilà. Ce qui est sympa, c'est pareil. Je vous montrerai. Alors, le professeur nous a dit des choses à ce sujet quand même. En fait, il y a beaucoup d'autres éléments, mais il est en train de préparer les publics. Il est en train de préparer plusieurs publications justement pour tenter d'expliquer ces pierres, la présence sur l'île. Moi, j'avais une hypothèse éventuelle sur ces petites pierres, puisqu'il y a beaucoup de petites pierres comme ceci qui ont été retrouvées. Il y en a quand même pas mal. Et en fait, quand on regarde les éléments, je vous ai montré les photos, on dirait qu'ils s'entraînaient sur de petits modèles avant de le reproduire sur de grosses pierres. Donc, puisque c'est assez impressionnant, je rajouterai rien de plus, hein, mais c'est assez impressionnant. Et comme je disais, donc sur chaque petit visage, il y a d'autres visages. J'essaie de bien le montrer à la caméra, mais voilà. Donc, avis aux scientifiques, hein, on est vraiment disposé à en parler et à trouver des réponses surtout à tout ça, quoi. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut savoir. Ah si, voilà, j'ai trouvé le serpent donc de profil tout à l'heure. Du coup, on fait de la rallonge. C'est pas grave. On fait un peu de rallonge pour ceux qui... J'ai pas encore mangé, on mange plus tard. Moi, je préfère il y a les passionnés qui restent, c'est le mieux. Ouais, effectivement, il y a la pierre. Donc, et je vous montre le serpent juste après. Hop. Donc ça, c'est la pierre que je viens de vous montrer. Hein. Donc, prise de... Là, j'étais encore aux Açores, on venait de la nettoyer. Voilà. Ici. Et derrière, il y a un autre visage, on dirait un visage avec casqué. Quand on tourne ici, on peut imaginer la tête d'un lion, ici. Et là, de l'autre côté, je vais voir si je l'ai tourné. Il peut y avoir un profil. Ouais, et puis là, voilà, là, on a éventuellement un visage ici aussi avec le nez et la bouche, l'œil qui est ici, la pommette avec la fossette, et le menton. Effectivement. C'est très intéressante. Ça, c'est la même pierre, toujours, c'est que je viens de vous montrer, vue de face. Hein. Voilà. Hop. Et donc, ce que je voulais vous montrer pour terminer, si il est d'accord, c'est ça, ici. Ici. Ça arrive. Donc, on revient au serpent. Et là, donc, c'est la vue de côté. La pierre à côté, bon, on trouve quelques gravures sur les pierres à côté. Et là, donc, on est sur une vue de face de ce même caillou. On peut appeler ça un caillou pour l'instant. Voilà. Tout le monde le voit? Ouais. Donc là, bon, pareil, hein, le profil. Puis partout ces petites gravures. Là, celle-ci, ouais, on dirait un bateau. C'est là ici, on aurait pu représenter un bateau. Si la pierre était retournée, peut-être tourner la photo. On aura du mal à voir. Voilà, par contre, on voit bien que c'est des éléments gravés, quoi. On a bien des gravures sur la pierre. Pareil, on peut imaginer un gros visage ici. La pierre là est énorme. Hein. Voilà. La taille de mon téléphone à côté, j'ai fait exprès. Voilà.
Donc beaucoup d'éléments encore à vous montrer sur cette deuxième partie. Qu'est-ce que tu peux rajouter, Yves? Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? On n'a pas trop parlé des structures pyramidales sur Pico et peut-être un peu partout, mais peut-être qu'on va réserver ça pour la seconde partie. Ouais, c'est volontaire si je ne les ai pas montrés. Effectivement. Vous avez vu une photo dans mon article d'hier, j'ai juste montré une photo pour attiser un peu votre curiosité. Et ça se trouve sur l'île de Carcera, c'est pas sur Pico. Dans tous les cas, le film. C'est pas visible très facilement. N'hésitez pas à aller sur la page de Yves pour voir tout ça. Dans tous les cas, donc la deuxième partie, moi je vous tiens au courant. Beaucoup de travail encore. Notamment, j'ai pris en compte les remarques qui ont été faites sur le site, sur YouTube, donc notamment quelques reproches au niveau de la musique, parfois inutile à certains endroits, ce que je peux comprendre. Après, ça fait toujours un accompagnement, on va essayer de régler encore ces petits détails. Dans tous les cas, dites-vous que le documentaire sortira donc avec la deuxième partie, une deuxième partie. On refera ensuite une version longue, remasterisée entre guillemets, où tous ces petits défauts seront rectifiés. Et on espère que vous serez beaucoup à nous suivre et beaucoup à en parler autour de vous pour nous apporter votre soutien. Et surtout, si vous avez des amis scientifiques qui n'hésitent pas à nous contacter, on peut les mettre en relation, on peut retourner sur place, les guider sur ces sites-là. Et on aimerait vraiment faire avancer les choses sur les Açores, notamment que sur le prochain site toujours que vous allez voir dans la deuxième partie du documentaire, il est potentiellement en danger puisque une personne a ouvert une carrière de pierre sur place et il se sert des éléments qu'on a pu montrer. Il y a quelques photos du mur que vous avez dû voir. Et donc, c'est vraiment potentiellement en danger. Donc, c'est pour ça que je me dépêche aussi à finir la deuxième partie. Parce que là, le propriétaire en est conscient. Hein, Félix Rodriguez lui a bien dit qu'il fallait qu'il fasse attention à ce qui touche sur... Parce que quand ça allait être dans tous les cas un jour étudié. Et si c'était prouvé que c'était ancien, il risquait d'être embêté. Donc voilà, on va essayer de faire ça, de finir ça rapidement, mais surtout bien. Ça marche, Yves? Oui, il faut continuer et puis il faut effectivement d'attirer l'attention de scientifiques, de spécialistes, de spécialistes de tout bord, pas que les archéologues, mais je pense à des bio-archéologues, à l'étude de la flore, quand on fait des fouilles, il faut tout fouiller, les sédiments, la flore qui reste, la faune éventuellement, les ossements, etc. Et il y a une pierre qui a été analysée d'ailleurs il n'y a pas très longtemps par des scientifiques, une pierre qu'on appelle microlithique. Oui, tout à fait. Pas très longtemps, le microlithisme, c'est très ancien. C'est très ancien le microlithisme, et ça, on a retrouvé ça dans le columbarium que vous reverrez aussi dans la deuxième partie. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes qui vont être à venir. Je pense qu'on peut même leur dire, Yves, au niveau des encres marines, là, on en a vu une dans la première partie. Je pense qu'ils ne s'attendent pas à la deuxième. À la deuxième, il y aura plus de choses à ce niveau-là. On va pas en parler, mais on a retrouvé beaucoup de potentiel encre marine. Potentiel pourquoi? Parce que c'est moi qui le dis, mais ce sont des encres marines qui paraissent bien plus anciennes que les encres marines que j'ai pu aller voir au musée de Agde, où il y a une encre marine qui date de moins de 2600 avant Jésus-Christ et qui est environ 10 fois plus petite que ce qu'on a pu voir. Il faut savoir que bon, les encres en pierre et les encres marines n'ont pas été utilisées non plus très longtemps puisque les encres à jasse sont arrivées assez rapidement. Mais on en parle dans la deuxième partie et vous avez encore beaucoup de surprises, je pense. Je te laisse dire le mot de la fin, Yves. Oui, il n'y a pas de problème. On pourra parler de la navigation, j'en ai déjà parlé. Il faut savoir que en France, il y a
les hautes études qui font des compilations de données, qui enregistrent tout ce qui se passe au niveau de la navigation antique et préhistorique, parce que ça existait déjà. Et ben, on fait des découvertes étonnantes. Et ils apprennent ça dans les hautes écoles, en fait. Ils n'apprennent pas ça, ils n'apprenaient pas ça avant, pas du tout. Mais j'ai trouvé le lien, je l'ai partagé d'ailleurs dans un des articles, et c'est impressionnant, parce qu'en fait, on se rend compte que la navigation, déjà du côté Asie, elle est très ancienne. Parce qu'on parle notamment avec la culture Jomon. De 20 000 ans, en fait. C'est très très ancien. Et on se dit que, puisque n'importe comment, on sait très bien que les Asiatiques et les Européens ont été en contact. On a retrouvé, ils ont encore fait des articles il n'y a pas longtemps, on retrouve des traces de l'Asie dans toute la Méditerranée, en fait. Ils étaient en contact. Pourquoi les Asiatiques n'auraient pas partagé leurs connaissances bien plus tôt qu'on ne le pensait, en fait. Bien plus tôt. Et même au niveau du nord de l'Europe, il y a un port qui est même fabrication de navires qui a été découverte au large de pas très loin de l'Angleterre récemment. Apparemment, c'est daté du Mésolithique. Effectivement, j'ai eu l'information aussi. Donc la navigation ancienne, elle est de plus en plus discutée. La navigation même préhistorique est discutée en ce moment. Et par des scientifiques très très sérieux. Donc vous voyez que dans tous les cas, avec Yves, on fait beaucoup de recherches avant d'écrire 3 phrases sur le documentaire. Donc j'espère que vous serez content de la deuxième partie. N'hésitez pas à me demander les liens si vous voulez. Pour ce soir, on reste là parce que ça va couper dans pas longtemps de toute manière, je pense. Et puis la prochaine fois, Yves sera à côté de moi. On se dit dans quelques temps, je vous tiens au jus. Je te dis bonsoir Yves, je te dis à bientôt. Bonsoir. Allez, Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.